Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine scientifique La Voix de l'expert. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Comme vous le savez, dans cette émission, nous ne recevons que les experts qui peuvent venir ou soit passer ici pour parler d'un thème ou d'une thématique bien précise afin d'éclairer la population, afin d'éclairer nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est à actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement, c'est cette maladie ou cette épidémie monkeypox qui ravage, qui tue même la population congolaise. Avec nous sur ce plateau ce soir, nous avons un monsieur qui a servi la République démocratique du Congo, qui sert d'ailleurs la République démocratique du Congo dans beaucoup de domaines. Il est député national, bien sûr. La population, d'ailleurs, aime l'appeler Excellence, mais ici, nous l'avons reçu, nous le recevons comme docteur. Il s'appelle Jean-Jacques Mbungani, qui est docteur ou soit expert en santé publique. Monsieur Jean-Jacques Mbungani, nous avons le plaisir de vous dire bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Guillain. C'est un honneur d'être reçu dans vos studios et pour cette émission. Bien que c'est la première fois, comme j'ai l'habitude de le dire, surtout avec vous, sachant que vous êtes trop occupé, en espérant que c'est pas la dernière fois, quelle que soit la coïncidence, nous sommes en même chemise, en chemise bleue. Quelle coïncidence, c'est comme si on s'était entendu avant de commencer l'émission. Je n'ai pas massacré quelque chose par rapport à la présentation. Non, pas du tout, ça me convient. Merci beaucoup Jean-Jacques Mbungani, docteur en santé publique. Je rappelle, il est député national, mais ici nous le recevons comme docteur. Monsieur Jean-Jacques Mbungani, la thématique d'aujourd'hui, nous parlerons de l'épidémie monkeypox en République démocratique du Congo. Quelles sont les mesures à prendre pour y remédier, notamment d'entrée de jeu? Je pose directement la première question, celle de savoir si vous pouvez nous parler un peu de la variole de singe dit monkeypox. Où tire-t-elle ses origines? En tout cas, pour l'intérêt de vos nombreux téléspectateurs, le monkeypox, appelé également variole de singe et maintenant Mpox, oui, est une maladie qui est connue en RDC depuis 1970. Le premier cas est connu en 1970, à l'époque c'était Zaïre, à Bassankosso. C'est une maladie qui se présente comme une grippe. En fait, au début, on peut avoir de la fièvre, des maux de tête, des maux de dos, des douleurs musculaires, des ganglions qui apparaissent et quelques jours après, des éruptions sur la peau. Donc des éruptions, comme on appelle, cutanées vésiculopapilleuses. Voilà la présentation du monkeypox comme maladie. Vous devez savoir qu'elle tire son origine de la variole humaine, une maladie qui a existé lors de la Deuxième Guerre mondiale, 40-45, mais qui a été éradiquée en 1980, grâce à la vaccination de masse qu'il y a eu à cette époque. Donc bien retenir, la variole de singe existe depuis 1970 en RDC. Le virus a été identifié en 1958 à Copenhague, mais elle vient de la variole. Elle ressemble à la variole humaine qui a sévi ici au niveau mondial de 1945 à 1980. Y a-t-il une différence entre la variole humaine et la variole du singe? Simplement, c'est le virus qui est différent, mais la symptomatologie est quasi idem. Quelles sont les formes ou types de monkeypox que vous connaissez? Non, que la science a déterminé, nous avons, en tout cas le virus de monkeypox, il y avait deux types initialement. Le type 1 qui sévit ici en RDC, dans le bassin du Congo, et le type 2 qui a évolué en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Nigeria, avec une flambée qu'on a connue en 2018. Le virus a quitté le Nigeria pour aller en Europe, a atteint même les Amériques, avec une forte incidence en Espagne, en France, au Royaume-Uni. En France, on pouvait compter 4272 cas. En Espagne, 8104 cas. Et au Royaume-Uni, 3668 cas. Donc, ça a quand même sévi 100 000 cas de monkeypox de type 2 en Europe, dans plus ou moins une centaine de pays, mais c'est grâce à la vaccination que le monkeypox a été vaincu en Europe. Mais le type 1, le type qui sévit ici en RDC, connu depuis 1970, ben voilà, si on est dans
plus ou moins dans la zone de la forêt équatoriale, le Grand Équateur, le Sankuru, la Chopo, et puis dans quelques autres pays d'Afrique, donc là où on parlait des foyers endémiques. Mais la particularité, depuis quelques années, depuis 2 ans, il y a une flambée avec une augmentation exponentielle des cas qui a atteint, donc il y a 2 types, il y a le type 1 qui sévit en RDC et dans les zones endémiques en Afrique, et le type 2 qui a beaucoup plus évolué en Afrique de l'Ouest et qui est allé en Europe également. Parmi les 2 types que vous venez récemment de citer, quels sont les types, ou soit quel est le type qui est plus dangereux que l'autre? C'est le type 1, le type qui sévit ici en RDC, qui d'ailleurs, comme je viens de le dire, depuis 2 ans a muté, est devenu le type 1B, donc on appelle aussi CLAD 1B, et qui malheureusement se transmet aussi par voie sexuelle et par voie non sexuelle. Il faut le dire parce qu'il faut que vos téléspectateurs le sachent. Bien entendu. C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc c'est une maladie qu'on appelle une maladie zoonotique, une zoonose. Donc à la base, c'est le contact entre l'humain et la sphère animale, sauvage. Les rongeurs, particulièrement, donc les rats géants, les écureuils, les porte-épics, et le contact avec les viandes de ces animaux mal préparés, ou bien le sang ou les excréments, le virus passe du réservoir animal à l'homme. Il y a également le singe qui est une transmission intermédiaire, on peut dire. Le singe n'est pas le réservoir initial, mais le singe, lui aussi, peut tomber malade en contactant le virus. On était en contact avec les rongeurs, et comme l'homme consomme le singe, il peut attraper la maladie. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment déconseillé de prendre... Et ne plus consommer les singes? Non, des animaux trouvés morts, ne connaissant pas... Pas seulement les singes, mais tous les animaux. Les rongeurs. Mhm. Surtout les rongeurs. Oui. Les singes aussi également. Il faut faire attention. Donc bien veiller à ce que la préparation soit vraiment bien, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais sinon éviter d'être en contact avec le sang, les excréments de ces animaux. C'est là où il y a le passage de l'animal à l'homme. Mais au-delà du passage de l'animal à l'homme, il y a aussi le passage interhumain. Donc, non, ça c'est le passage interhumain. C'est-à-dire lors des contacts cutanés rapprochés, lorsqu'on est en contact avec les personnes qui ont des symptômes, qui ont des boutons, qui ont des éruptions, il y a contamination, ou par aussi les gouttelettes respiratoires, parce qu'il faut que les téléspectateurs soient au fait. Le virus se trouve dans la salive, dans les gouttelettes respiratoires, dans le liquide corporel, donc c'est-à-dire même dans les liquides spermatiques, dans le sperme, dans les liquides vaginaux, et également au niveau des vésicules, donc des boutons. Donc il y a une transmission de l'animal à l'homme, une transmission interhumaine et aussi une transmission sexuelle depuis 2 ans, surtout remarquée en RDC. Ça a commencé à l'est de la République, à Kamituga principalement, où on a découvert le variant 1B. Je comprends votre réponse. D'ailleurs, je la considère comme un conseil à tout le peuple congolais. Parce que si on ne risque pas, ou soit si nous n'adoptons pas ce que vous venez de dire, c'est la population congolaise, c'est nous tous ou c'est nous-mêmes qui serons encore souffrant davantage, qui allons continuer à perdre des plus proches que nous aimons. Si vous pouvez nous parler brièvement de la manifestation de l'impact chez les individus qui sont atteints. Mais voilà, donc j'ai eu à le dire à l'entame de mon propos, les symptômes que les Congolais doivent retenir, les téléspectateurs, ça commence par de la fièvre, avec des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs dans le dos, et des ganglions qui apparaissent au niveau rétro-occipital, donc derrière l'oreille, et au niveau de l'aine, et souvent. C'est pas la même chose que Covid-19? Non, pas du tout. Par rapport aux symptômes, maux de tête, fièvre? Oui, les symptômes grippaux peuvent apparaître tant pour la Covid, tant même pour la varicelle, tant aussi pour le monkeypox. Mais j'y arriverai pour peut-être éclairer nos téléspectateurs. Bien évidemment, vous avez le temps. C'est très important. Oui, oui. Et donc, quelques jours après, il y a des boutons qui apparaissent, soit au niveau du visage, et puis ça s'étend sur le corps. Ça arrive au niveau abdominal, ça peut atteindre le dos, ça peut atteindre la sphère génitale, et ça peut se disséminer sur tout le corps. C'est important à retenir. Et donc, dès lors qu'on est en face de ça, les personnes, dès le début des symptômes, deviennent contagieux. Ils peuvent contaminer les autres personnes. Donc, les symptômes à retenir: température, maux de tête, douleur sur le corps, des ganglions
et quelques jours après, des boutons qui apparaissent. C'est vraiment les symptômes typiques. Il y a des complications également, beaucoup plus graves, où ça peut atteindre au niveau cérébral, donc on appelle des encéphalites. Jusqu'au niveau cérébral. Oui, absolument. C'est très Et dangereux puis, alors. au niveau cutané, parce que vous savez que les boutons, vous avez vu, grâce aux réseaux sociaux et surtout à vos chaînes de télévision comme Six TV, vous avez diffusé largement l'information sur le monkeypox. Ça, c'est Vous chaque voyez, jour, en tout ces cas. éruptions cutanées, ces boutons poussent les malades à se gratter. Et il y a du liquide à l'intérieur. Et il y a surinfection aussi, donc ces boutons peuvent se surinfecter. D'où vraiment faire attention par rapport à tous ces symptômes bien identifiés de la maladie de monkeypox. Par rapport aux gens qui sont contaminés par rapport à la majorité, selon vous, ce sont les enfants, les hommes les plus âgés, ou soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, ou soit les papas, ou soit les mamans qui sont beaucoup plus contaminés, parce que selon les statistiques, il semblerait que les enfants sont beaucoup plus contaminés par cette maladie, qui est une épidémie. Et voilà, donc je reviens juste à terminer ce que je disais tantôt. Dans les complications, donc il y a les atteintes cérébrales, les encéphalites, les atteintes cutanées, les dermatites, et puis on peut avoir des atteintes pulmonaires. Mais cette maladie atteint toute la couche de la société. Ça atteint autant les enfants que les gens d'âge moyen et les personnes âgées. Mais il y a une forte prédilection chez les enfants moins âgés. Mais il faut d'abord faire pour la RDC une cartographie. On a remarqué que la maladie atteint beaucoup les enfants de moins de 15 ans, surtout dans la zone du Grand Équateur, Sankourou, Chopo. Et que ça atteint les personnes un peu plus âgées, 20 ans et plus, au sud Kivu, au nord Kivu. Parce qu'il y a le mode un peu de transmission qui joue. On voit que dans les provinces en lien avec la forêt équatoriale, c'est une transmission par contact avec les animaux morts, bien sûr. avec le contact avec les rongeurs. Là, c'est Alors au quotidien. Sud Kivu, au Nord Kivu, avec les déplacés qu'on a eu, avec les différents conflits qu'on a à l'est de la République, on a maintenant plus un lien avec le rapport sexuel. Et donc, les catégories d'âge diffèrent aussi des zones. Mais dans la globalité, ce sont les enfants de moins de 15 ans qui sont les plus touchés. Pourquoi? Parce que dans nos coutumes africaines, surtout congolaises, c'est les enfants qui habitent dans ces milieux, c'est eux qui vont faire la chasse des petits rongeurs. Et donc, ils sont souvent en contact avec les petits animaux. Et aussi, il faut considérer un fait très important, c'est que du fait de la difficulté qu'on a au niveau pays, même au niveau africain, de la vaccination, les petits-enfants dans des milieux ruraux ratent souvent de la vaccination quand ils sont petits. Donc le fait qu'ils soient moins vaccinés, donc leur immunité est assez faible. Et donc une facilité à développer des formes graves de la maladie, de tomber malade et mortalité s'en suivent. Merci beaucoup. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons le docteur Jean-Jacques Mbongani, un homme à plusieurs casquettes, je l'ai dit. Tantôt, nous l'avons reçu ici comme docteur. Nous poursuivons avec notre série des questionnaires afin que nous soyons éclairés. Si vous pouvez nous donner les statistiques actuelles des personnes atteintes en République démocratique du Congo, mais aussi particulièrement à Kinshasa. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que, comme j'ai dit, la maladie est connue depuis 1970, elle a évolué, mais le screening, c'est-à-dire le suivi régulier, a commencé en 2002 jusque maintenant. Et donc, on a vu une évolution exponentielle de la maladie. Je peux vous donner des chiffres interpellants. En 2023, on a notifié 13 000 cas de monkeypox dans notre pays. Et cette année, nous sommes déjà autour de 18 839 cas à ce jour. Et autour de 621 décès. Donc, ce sont des cas suspects. Donc, 18 839 cas suspects et 600... Des cas suspects. Oui, donc je retiens les mots, je reviendrai. Vous pouvez continuer. C'est très important parce qu'il y a des cas suspects et des cas confirmés. Voilà, d'ailleurs, ça allait être la question. Quelle différence y a-t-il entre les cas suspects et les cas confirmés? Parce que l'habitude, nous avons... Les personnes qui présentent de la symptomatologie qui indique les acteurs de la santé à identifier le monkeypox sont des cas suspects. Mais pour confirmer, il faut un examen au laboratoire qui le confirme, c'est-à-dire des prélèvements qui sont envoyés dans des laboratoires certifiés, particulièrement à l'INRB, pour confirmer. Mais vous savez que des fois, on n'arrive pas à prélever chez tout le monde, vu notre pays est gigantesque. Il y a des coins de la République où il y a des difficultés. Il n'y a même pas d'hôpitaux, hein, ça il faut souligner. Que les échantillons arrivent au bon endroit pour faire l'examen. Donc,
les cas diagnostiqués confirmés sont inférieurs aux cas suspects. Mais vous savez, la clinique tranche. Donc les médecins ou les acteurs de santé ont l'œil pour savoir que ça c'est un cas de monkeypox parce qu'il y a des éruptions au niveau des paumes de main, au niveau de la plante des pieds, au niveau du tronc, du dos et qui se disséminent et surtout au niveau génital. Il y a des éruptions qui tranchent vraiment facilement avec la varicelle parce que la forme grave de la varicelle peuvent se confondre avec le monkeypox, mais il y a des détails qui tranchent, par exemple la forme des vésicules qui sont ombiliquées ou surtout les ganglions qui ne sont pas dans la varicelle mais qui apparaissent dans le monkeypox. Là, ce sont des choses qui font la différence entre Absolument, la varicelle et le monkeypox. Parce que ce sont des éléments qui doivent trancher. Est-ce que c'est une varicelle qui est aussi une maladie virale très contagieuse? Est-ce que c'est le monkeypox? Donc les acteurs de santé savent faire la différence. Mais nous faisons confiance à notre secteur de la santé, donc à travers le gouvernement. Les cas qui sont donnés, donc 18 839 cas suspects, c'est le nombre qui est inquiétant parce que à son décours, il y a quand même plus de 621 décès. Ici à Kinshasa, j'ai réellement suivi le ministre provincial de la Santé qui nous a donné la semaine dernière un chiffre qui s'élève à 111 cas suspects ici à Kinshasa, dont une vingtaine confirmés et 2 décès. J'ai encore lu dans le réseau scientifique du ministère et des services de santé que nous sommes déjà au-delà de 200 cas dans la ville-province de Kinshasa, avec une trentaine de cas confirmés, mais le nombre de décès reste idem de 2 décès à ce jour. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Mungani. Allais-je dire, alors, comme nous avons l'habitude, chaque problème a une solution. Là, vous le savez mieux que moi. Dites-nous, quelle est la politique sanitaire que la République démocratique du Congo peut mettre en place aujourd'hui pour éradiquer ou soit pour faire face à cette épidémie? Non, déjà, je crois que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, a mis en place un plan de riposte. Un plan de riposte avec donc une coordination nationale et une coordination provinciale avec une déclinaison zonale. C'est-à-dire vraiment mettre en action les acteurs communautaires pour pouvoir couper la chaîne de transmission. Il y a aussi donc des kits de détection, de kits de diagnostic qui sont envoyés dans les provinces et vous devez savoir qu'il y a vraiment la volonté de la prise en charge par la vaccination. Vous avez entendu le ministère déclarer l'arrivée bientôt de 3 millions de doses de vaccins, bien sûr, qui proviendront de la Chine. L'USAID va donner 50 000 doses de vaccins et le CDC Africa 215 000 doses de vaccins. Avec cette approche, le gouvernement, à travers le ministère, veut vacciner 2,5 millions de Congolais avec 3,5 millions de vaccins. Donc c'est déjà... Vous pensez que c'est suffisant? C'est déjà un début parce qu'il faut vacciner, on ne vaccine pas tout le Congo, on ne vaccine pas toute la population, on vaccine les foyers en épidémie. On ne vaccine jamais les malades. Parce que les malades sont déjà malades, ils sont vaccinés, c'est-à-dire encore inoculer un peu de maladie dans leur corps. On vaccine plutôt les personnes contacts, les personnes qui ont été en contact avec les malades, ou les personnes qui sont saines autour des malades, c'est ceux-là qu'il faut vacciner. Donc l'approche qui a été édictée par le ministère est plausible et nous devons accompagner par la communication. C'est ça. Parce que c'est important. Vous savez, il faut bien dire, c'est que cette maladie, bien que vous contribuez à l'information, mais n'est pas encore bien connue par la population. Parce que beaucoup ignorent, hein, surtout ça, parce que la population n'a pas encore bien connu cette maladie, parce que nous avons des preuves, nous sommes descendus sur terrain pour défendre, ou soit pour demander à la population, si vous connaissez le monkeypox qui ravage les Congolais aujourd'hui, la plupart des personnes disent non. Donc il faudrait qu'il y ait une bonne communication. Je rappelle ici que vous avez... Je vous l'accorde. Bon, en tout cas là, je pense que vous me rejoignez. Merci beaucoup. Vous avez été ministre dans le même secteur, le secteur de la santé. Vous êtes ex-ministre. Est-ce que les vaccins qui arrivent aujourd'hui, c'est un bon vaccin pour la population congolaise? Absolument. Je dois profiter de l'opportunité accordée par votre chaîne. Allez-y. Pour dire que un pays prévoyant, un gouvernement responsable doit vacciner sa population. Parce que c'est par la vaccination qu'on évite les épidémies, les futures épidémies. Pourquoi est-ce qu'on vaccine de routine les enfants? C'est pour ne pas qu'ils aient la rougeole, le choléra, qu'ils aient d'autres maladies
poliomyélite et tout ça, il faut absolument vacciner. Et nous nous retrouvons face à la même situation. On a une épidémie qui a été vaincue déjà lors de la variole humaine, vaincue par la vaccination. On a une épidémie de monkeypox qui a été vaincue en 2022 en Europe par la vaccination. Maintenant, elle est en train de sévir en RDC, bien sûr, c'est une forme qui est différente, et en Afrique, et qui maintenant va aussi dans d'autres pays du monde. Il faut, encore une fois, faire usage de la vaccination pour arrêter la chaîne de transmission. Quel est le bon moment de la vaccination? Il faut attendre que la maladie soit là pour vacciner, ou soit on peut prévenir. Il n'y a pas besoin de prévenir. Non, j'ai bien dit, la vaccination, c'est fait pour les gens qui ne sont pas malades. Pour les gens qui sont des cas contacts. Oui, mais comme nous, on attendait que la maladie soit là pour que d'autres personnes soient contaminées, après appeler ou soit venir avec les vaccins. Non, mais la maladie, je vous dis, la variole humaine a été éradiquée en 1980. La variole qui est montée en Europe en 2022 a été vaincue par la vaccination. Personne ne pouvait imaginer qu'on aurait eu un variant 1B, c'est-à-dire la transformation du variant qui tournait chez nous, le type 1 qui tournait en RDC depuis 1970. On ne pouvait pas penser que ce variant allait muter. C'est très important de dire que le virus du Mpox est un virus à ADN, c'est-à-dire que ce sont des virus qui mutent rarement. Alors que dans la Covid, vous avez évoqué cela tantôt, c'était des ARN. Et les ARN mutent, il y a une forte mutation. Les ARN qui veut dire? Parce que c'est un terme non, c'est un terme médical qui, c'est-à-dire, enfin, le virus de Covid, c'est un virus à ARN qui mute facilement, avec plusieurs mutations, alors que les ADN mutent moins. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à une mutation aussi qui devait arriver. Alors, on a surpris. C'était déjà à Kamituga, donc en septembre 2023. Lorsqu'on a fait des études approfondies, on a trouvé que le virus qui tournait avant de type 1 n'était plus le même, est devenu un virus de type 1B. Et donc c'est celui-là qui tourne, mais qui se transmet par deux voies, par voie sexuelle et par voie non sexuelle. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Mbongani. Vous avez parlé ici, d'ailleurs, récemment, par rapport à la riposte. Comment s'organise-t-elle ici chez nous? Mais je vous ai dit que donc il y a une approche, il y a une coordination nationale avec une coordination provinciale et une déclinaison au niveau des zones de santé. Et donc on utilise, c'est ce que édicte le ministère de la Santé, la sensibilisation communautaire. Vous avez vu dans plusieurs reportages, donc des experts venus ici du Nouveau Central qui sont descendus en province pour former les acteurs locaux, pour comment identifier la maladie, sensibiliser les populations cibles, parce que c'est important. Donc il faut qu'il y ait une grande pédagogie. C'est la pédagogie qui va permettre à la population de reconnaître et d'éviter d'être en contact avec les personnes malades ou en contact avec les animaux malades morts retrouvés en brousse ou en forêt. C'est très important. J'ai retenu qu'il faut qu'il y ait une grande pédagogie pour cette maladie afin de la vaincre. Le gouvernement, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement aujourd'hui, étant qu'un homme politique, étant que docteur, mais aussi un ancien ministre dans le même secteur? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer au gouvernement congolais, mais aussi au ministre de la Santé publique qui est là par rapport à la résurgence de cette maladie afin de la vaincre? En termes de recommandations, parce que c'est mon rôle de député national, lorsque j'étais ministre de la Santé, j'avais mis en place une cellule de communication pour lutter contre les infodémies, les fake news. Vous avez fait état vous-même des craintes que les personnes peuvent avoir par rapport à la vaccination. Est-ce bon, n'est-ce pas bon? Bien sûr. Il faut absolument qu'il y ait une équipe pour communiquer, pour d'abord que la population sache c'est quoi le Mpox, comment on l'attrape, quels sont les symptômes et comment on le traite, et montrer à la population que vacciner, comme je viens de vous le dire, empêchera la survenue des épidémies. Donc, une grande communication adjointe d'une pédagogie au niveau local contribuera à lutter efficacement contre cette maladie. Au-delà de cela, il faut absolument vacciner les zones en épidémie et, pour les cas les plus graves, pourvoir aux anticorps. C'est-à-dire? Pouvoir aux antiviraux, plutôt j'allais dire. Les antivirus. Les antiviraux, pour pouvoir tuer les virus, parce que c'est aussi, dans le traitement, c'est aussi un mode à utiliser dans le traitement. Mais
Fort heureusement, il faut savoir que les formes majoritaires sont des formes légères et des formes modérées. Les formes graves, avec des complications, comme j'ai eu à le dire, des encéphalites, des dermatites et des infections pulmonaires, sont très très rares. Mais il faut toujours préserver les vies, parce que nous sommes autour de 621 décès, c'est énorme. Une vie a une valeur inestimable pour chaque famille et pour la République. 621 vies perdues, c'est énorme. 621 vues perdues. Là, je sens, vous avez quitté le fait d'être docteur, vous êtes dans la peau de l'honorable ou des représentants de la population par rapport à cette maladie, toujours une épidémie qui fait la rage en République démocratique du Congo. Mpox, une personne qui est atteinte de cette épidémie Mpox peut perdre la vie après combien de temps? Mais je viens de vous le dire. Ou soit, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est obligatoirement, quand on a cette maladie, on peut directement mourir, soit on peut aussi avoir la maladie, non. Puis guérir à la fin, parce que ça fait aussi peur à la population. Donc la même je vois chose que vous revenez une deuxième fois sur la même question. Oui, c'est pour avoir l'éclaircissement afin que la population, parce que l'émission sera suivie presque partout, c'est pour avoir l'éclaircissement afin que la population, parce que moi, personnellement, j'ai constaté que la plupart des personnes ne connaissent pas encore cette maladie. Aujourd'hui même, ce matin, je saluais quelqu'un dans le bus. L'autre me dit, non, mais il faut faire attention. Il y a les monkeypox qui est là. Je ne m'aimerais pas mourir les quinoa comme nous avons l'habitude de parfois de bouder presque tout. L'autre dit, non, moi je ne peux jamais mourir. Je peux ou n'est pas la verbe même, mais je ne mourrai pas. Alors je me suis dit, bon, ça tombe bien pour moi parce que je vais recevoir moi une personne qui s'y connaît dans les domaines, qui va essayer de répondre à toutes les questions que nous allons lui poser pour éclairer la population. Donc je vais d'abord repréciser que la plupart des formes de monkeypox sont des formes bénignes ou modérées. Donc il ne faut pas que votre interlocuteur s'inquiète, c'est-à-dire la plupart des formes sont modérées, bénignes et les traitements sont symptomatiques. Quelques rares cas sont des formes graves, raison pour laquelle il faut une grande prise en charge pour sauver des vies. Pourquoi est-ce que il y a une campagne qui est prévue de vaccination? C'est pour couper la chaîne de transmission, pour que le nombre de personnes qui sont malades, que cela ne puisse plus augmenter. C'est très important. Mais en termes de prévention, parce que c'est ça le questionnement qui vous a été posé, il faut bien dire, comme la maladie se transmet aussi par forme orale, il faut éviter, lorsqu'une personne en tout cas présente des symptômes, d'être à sa proximité. Il faut observer la distanciation sociale. Rappelez-vous... On va revenir avec le système des cache-nez? Mais absolument. C'est même conseillé. Parce qu'il faudrait éviter d'être en contact avec des gouttelettes respiratoires, des postillons lors des éternuements. Parce qu'on peut l'attraper par cette voie. Il faut éviter d'être en contact physique cutané avec la personne qui est malade. Il est même déconseillé d'utiliser les mêmes literies, donc les draps, les vêtements d'une personne qui est malade, parce que vous pouvez l'attraper par cette voie. Il est déconseillé d'avoir des rapports sexuels en désordre, parce que la maladie passe aussi par voie sexuelle. Donc, c'est pas parce qu'on a le monkeypox qu'on meurt directement, ça c'est, je réponds cash pour que la population puisse comprendre. Soit éclairé. Ce sont les formes graves lorsqu'il n'y a pas de prise en charge qui peuvent emmener à la mort, mais c'est une maladie qui est évitable, on peut l'éviter par le comportement. Le comportement, c'est le respect de la distanciation sociale avec la personne qui est diagnostiquée malade. Ça c'est important. C'est pour ça que ici, que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, j'interpelle notre population, je vous remercie. Surtout les parents. Surtout les parents, le corps enseignant et les élèves eux-mêmes, ceux qui sont en âge de comprendre et d'agir comme les adultes. Dès lors que vous avez des symptômes de fièvre ou l'apparition des boutons, il faut d'abord aller voir les médecins dans des centres hospitaliers ou dans les hôpitaux. Ça, c'est le conseil donné aux parents également. Donc, de retenir leurs enfants à la maison et d'abord aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et au corps enseignant, dès lors qu'un enfant présente des symptômes anormaux,
température, des éruptions sur la peau, mais il faut écarter cet enfant du nombre, le convier à rentrer à domicile et d'aller consulter. C'est très 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 important. Au-delà de cela, si l'isolement est impossible, parce que tous les enfants ou toutes les personnes qui sont malades ne seront pas hospitalisées, d'autres auront des suivis ambulatoires à la maison, il faudrait une distanciation sociale dans le domicile, c'est-à-dire qu'il y ait port de masque, usage du gel hydroalcoolique ou bien le lavage systématique des mains à l'eau. C'est important pour éviter et ne pas partager les mêmes vêtements, les mêmes draps de lit que la personne malade. Ce sont des conseils importants à donner tant aux familles, aux corps enseignants qu'à la population. Voire même à l'université, parce que là, les cours continuent. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il serait mieux de reporter un peu la rentrée scolaire pour bien garder ou soit protéger nos enfants. Est-ce que vous êtes de cet avis étant qu'expert dans ce domaine? Non, d'abord pour avoir été membre du gouvernement et aujourd'hui député national, je pense que c'est du ressort du gouvernement. Moi, je serais du camp à dire qu'il faudrait qu'il y ait autour du ministère de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'ESU également, avec d'autres membres indiqués pour échanger sur cette problématique. Mais mon conseil à moi est que, à ce stade, il n'y a rien qui empêche la rentrée scolaire, mais il faut une grande pédagogie, comme je viens de le dire, pour empêcher le cycle de transmission. Cette pédagogie qui n'est pas encore mise en place jusque-là. La pédagogie est de l'apanage de ceux qui sont de l'exécutif en termes de communication. Est-ce que ça sera suffisant? Également, les députés, nous avons aussi ce rôle de communiquer. Voilà pourquoi est-ce que je viens ici. Bien évidemment, je savais que nous allons chuter par là parce que être député, représenter sa population, c'est ce qui compte aussi. Dire ce que vous pouvez faire, c'est pas seulement défendre ou soit construire, je sais pas moi. Moi, je pense que la vie, comme la vie n'a pas de prix, il faut profiter des occasions. Pareil, surtout, nous vous remercions pour votre temps aussi parce que nous savons que vous êtes très chargé. Nous sommes presque à la fin. Une question, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous les Congolais aujourd'hui, mais aussi les gouvernements? Je reviens beaucoup plus par rapport au gouvernement, parce que je sais, vous avez été ancien ministre dans ce domaine précis, que vous maîtrisez mieux que personne ici. Vous avez toutes les qualités des préacquis et des prérequis pour dire un mot afin que la population congolaise vous suive et aussi soit sauvée. Cette maladie qui est, bien sûr qu'il n'y a pas de bonne maladie, hein, permettez-moi de le dire, cette maladie qui est très mauvaise, qui tue la population congolaise pour éviter la propagation de cette maladie. D'ailleurs, j'en viens. Nous avons fait aussi un reportage inconstant sur terrain sur Assix Télévision. Nos téléspectateurs sont témoins par rapport à la viande de singe. Il y a cette population qui se disent, moi je suis Mongala par exemple, je ne saurais pas vivre sans manger la viande de singe. Vous, étant que docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette situation pareille? Mais pour répondre à votre dernière question, ceux qui ne savent pas se passer de la viande boucanée, comme on dit, qui ne peuvent pas, alors on conseille vraiment que la viande soit alors là trop bien cuite pour empêcher qu'il y ait encore du sang ou des excréments de cet animal dans l'assiette du consommateur. Ça, c'est très très important. Mais si on peut l'éviter, c'est le meilleur conseil. Si on ne connaît pas les conditions dans lesquelles l'animal est décédé, c'est-à-dire si on trouve un animal malade ou un animal mort, alors là, ne pas consommer cet animal. Bien sûr, c'est pas tous les singes qui sont contaminés. Je dis au début de l'émission que les singes ne sont que des intermédiaires dans la transmission. Ce sont les rongeurs qui sont le réservoir de ce virus. Donc les rats, les écureuils, le porc-épic, ceux-là aussi, il faut éviter de les consommer parce qu'ils transmettent la maladie. C'est très très important. Il faut vraiment retenir ça. Mais à nos téléspectateurs, moi je terminerai pour dire que la variole de singe, le monkeypox, le mpox est bel et bien sur l'étendue de notre territoire. Cette maladie est également dans plusieurs pays d'Afrique et atteint d'autres pays dans le monde. Il faut vraiment prendre cela en considération. J'appelle la population à être vigilante par rapport aux symptômes. Comment savoir que cette maladie est à vos côtés? Lorsqu'il y a de la fièvre par rapport à l'état habituel de la personne, lorsqu'il y a des boutons
qui apparaissent, il faut aller rapidement consulter dans des centres de santé ou dans les hôpitaux. C'est capital. Et au niveau institutionnel, comme je dis, une très très grande communication pour informer la population, c'est quoi le monkeypox, comment on l'attrape, comment on l'évite, et au cas de maladie, où aller, donc à l'hôpital ou dans les centres de santé, et une grande pédagogie. Et surtout, tout faire pour vacciner les populations et éviter que la maladie continue à évoluer, parce que à ce jour, les nombres sont en augmentation exponentielle et c'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Alors, est-ce que fermer nos frontières, allais-je dire, serait aussi une solution pour éviter la propagation de cette maladie? Non, pas du tout. Cela n'est pas encore évoqué. Parce que c'est une maladie qui n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Je viens de le dire que la maladie évolue dans plusieurs autres pays, mais aucunement l'OMS se penche sur la question, a déclaré le 14 août la maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale. C'est-à-dire il y a un œil accru de la communauté internationale sur cette maladie, raison pour laquelle il y a une mobilisation des fonds pour qu'il y ait assez de moyens pour bloquer, arrêter cette maladie, l'empêcher d'évoluer. Il n'est pas en question encore à ce jour de parler de limitation de mouvement des populations. Certains pays, je profite de l'occasion pour le dire, comme la Chine, demandent une déclaration des personnes qui viennent dans des zones endémiques, de déclarer s'ils ont eu la température, s'ils ont eu des boutons, s'ils ont eu des symptômes assez particuliers. Et ça, c'est peut-être... Vous déclarez à la douane, hein, aux autorités aéroportuaires, lorsque vous arrivez, pour déclarer votre état sanitaire, vos contacts. Ça peut être aussi un moyen ici en République démocratique du Congo. C'est une des pistes, c'est pour ça que je l'évoque. Ah oui. Nous sommes presque à la fin, comme je l'ai dit, mais avant de nous séparer, si vous avez un mot de la fin, je vous l'accorde et puis on se sépare. Ben, en tout cas, quand on est... on a la possibilité de parler à la population à travers une chaîne de renom comme la vôtre, je rappelle encore à la population d'être vigilante et surtout, ici bientôt, il y aura la rentrée scolaire. Je demande aux parents de veiller à l'état sanitaire de leurs enfants, c'est-à-dire dès lors que les enfants présentent des symptômes de fièvre ou des boutons sur le corps, de garder les enfants à la maison, de les emmener dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, et également au corps enseignant de faire le même effort, d'avoir un œil beaucoup plus regardant par rapport aux nombreux enfants qui vont reprendre l'école, d'identifier les enfants qui présentent des symptômes de température élevée ou des boutons sur le corps, qu'ils puissent rentrer à domicile et aller consulter les médecins. C'est important, la maladie de monkeypox existe. Elle augmente vraiment rapidement dans notre pays depuis 2 ans, mais surtout cette année, nous devons empêcher la chaîne de transmission de cette maladie pour sauver les vies de nos compatriotes. Nous devons empêcher la chaîne de transmission de cette maladie pour sauver la vie de nos compatriotes, a-t-il souligné. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Sachez que avec Jean-Jacques Mbungani, nous avons parlé de l'épidémie monkeypox en République démocratique du Congo pour savoir quelles sont les mesures à prendre pour y remédier. Je rappelle, il a répondu à cette invitation comme expert en santé publique, mais aussi, il faut savoir que actuellement, il est député national, ancien ministre de la Santé. C'est pas pour rien, nous avons fait appel à lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui se connaît dans ce domaine. Il a géré ce ministère, d'où ce qu'il vient de dire ici, ce que vous suivez est très nécessaire pour la population congolaise. La voix de l'expert pour ces nouveaux numéros. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique, mais aussi à vous, Dr Jean-Jacques Mbungani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous et à toute l'équipe de 6TV. Merci beaucoup. Au revoir.